Mes chers camarades, bien le bonjour, je suis Ben de Nota Bene et vous regardez The Notion, le programme qui aide à mieux comprendre notre monde tout en regardant des films et des séries. Une façon d'allier l'utile à l'agréable quoi. Nous sommes en février, et février, ça n'est pas que le mois des amoureux, des crêpes, du carnaval, de la neige, ni même celui de la journée internationale des femmes et des filles de science, hein. Ça c'est le 11 février pour info. En février, on célèbre aussi le Black History Month, ou le mois de l'histoire des Noirs, dans la langue de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Alors, c'est quoi le Black History Month? Eh bien, tout commence aux États-Unis en février 1926, soit 50 ans après la promulgation du 13e amendement de la Constitution des États-Unis. Vous savez, celui qui a aboli l'esclavage et la servitude involontaire. Bref, cette année-là, en 1926 donc, l'historien afro-américain Carter G. Woodson et le pasteur Jesse E. Morland décident de créer une semaine de l'histoire des Afro-Américains, pendant la deuxième semaine de février. Alors, pourquoi pas une autre semaine, hein, vous me direz? Eh bien parce que l'idée, c'était que ça tombe en même temps que l'anniversaire d'Abraham Lincoln, le 12 février, et que celui de Frederick Douglass, le 14 février. Lincoln, si vous avez un petit peu de mal à le replacer, c'est pas vraiment un chasseur de vampires avec un chapeau rigolo, hein, mais c'est plutôt le 16e président des États-Unis qui s'est tapé la guerre de sécession, et surtout, c'est celui qui a fait ratifier ce fameux 13e amendement. Sur le papier, c'était plutôt sympa de sa part, hein, on va pas se le cacher. Mais en fait, s'il l'a fait, c'est en partie pour affaiblir les États du Sud, dont l'économie reposait exclusivement sur l'esclavage. Il n'était pas totalement désintéressé non plus, le gars. Hein. Quant à Frederick Douglass, c'est un esclave qui est devenu orateur, éditeur, fonctionnaire et surtout abolitionniste. Pour lui, tout le monde méritait l'égalité. Que ce soit les descendants d'Africains, les femmes, les Amérindiens, les immigrés, mais aussi les autres Américains d'ascendance européenne. Franchement, c'était un beau programme. Pour revenir à cette semaine de l'histoire des Afro-Américains, l'objectif premier c'était de célébrer la manière dont les Afro-Américains ont contribué à faire avancer la pensée et les sciences aux États-Unis. En 1970, la semaine de l'histoire des Afro-Américains est devenue le Black History Month. Mais il a fallu attendre 1976 et le président Gerald Ford pour que ce mois de l'histoire des Noirs soit officiellement reconnu par le gouvernement. Ford, d'ailleurs, à l'époque, a invité tous les Américains à, ouvrez les guillemets, saisir l'opportunité d'honorer les réussites trop souvent ignorées des Noirs américains dans tous les domaines à travers notre histoire. Fermez les guillemets. Bon voilà, et si en France vous n'en avez pas beaucoup entendu parler, c'est presque normal, et j'insiste sur le presque, hein. Dans notre beau pays, hein, qui a parfois encore un petit peu de mal à affronter son passé colonial, un premier Black History Month a été organisé en février 2018 par l'association Mémoire et Partage à Bordeaux. Ils ont tenté une deuxième édition en 2019, et puis en 2020, Covid, donc du coup Black History Month annulé. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai fait cette longue introduction sur le Black History Month, on va passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on va aborder l'histoire par la petite porte à travers la fiction. Mais une fiction inspirée de faits réels quand même. Hein. Ou plutôt, on va démontrer comment une fiction peut éclairer différemment l'histoire et surtout les grands hommes qui ont contribué à l'écrire. On va donc parler de One Night in Miami, un film que je vous invite d'ailleurs à aller voir et revoir sur Prime Video, en streaming ou en VOD. Chacun fait comme il veut, hein, l'important c'est de le voir. C'est le premier film réalisé par l'actrice afro-américaine Regina King et écrit par le scénariste et dramaturge afro-américain Kemp Powers. One Night in Miami, c'est la rencontre fantasmée entre le jeune boxeur Cassius Clay, tout juste sacré champion du monde des poids lourds, l'activiste Malcolm X, le compositeur et chanteur Sam Cooke et le joueur de football américain Jim Brown. Nous sommes donc le 25 février 1964 et ils ont une nuit pour refaire le monde. Une nuit pour décider de la place qu'ils souhaitent occuper dans l'histoire. Une nuit pour se disputer, pour s'entendre et se révéler à eux-mêmes en tant qu'hommes et en tant qu'hommes noirs dans une Amérique ségrégationniste. Aucun endroit ne nous est interdit, on peut aller où on veut. La seule couleur qui importe, c'est le vert sur les dollars. Clairement dans le film, on va plutôt privilégier les hommes que les mythes. Hein. On va filmer leurs doutes, leurs failles, et Regina King, la réalisatrice, les rend un peu plus humains que les monstres d'histoire qu'ils représentent aujourd'hui. Hein. L'histoire, elle se raconte de manière plutôt sensible, et elle va nous questionner à travers le film. D'ailleurs, Regina King a déclaré dans une récente interview que les 4 acteurs avaient bien compris que l'intention, c'était de montrer la force des personnages à travers leur vulnérabilité. Et donc, loin d'être une réécriture de l'histoire, ce film il cherche d'abord à se l'approprier, cette histoire, à la raconter depuis un autre point de vue, celui d'une réalisatrice, d'un scénariste et d'acteurs afro-américains, comme le montre d'ailleurs le jeu assez habile et symbolique autour de l'appareil à photo, qui est un véritable leitmotiv du film. Ici, c'est une
Une façon intéressante d'analyser mon engagement, un point de vue comme un autre. Ici, C'est tellement rapide qu'après le match, la police a voulu mettre une prune pour excès de vitesse. Amenez-moi Sonny Liston. ici, Non, Jim, mon appareil, tu l'attrapes Sam, s'il te plaît, arrête. T'as perdu la tête, Jim, rends-le-moi tout de suite. et là. Voilà. Adorno et Benjamin, qui sont deux philosophes qui ont étudié l'industrie culturelle, auraient sans doute apprécié le film, parce que c'est vrai qu'ils regrettaient que l'histoire ait été écrite du point de vue des vainqueurs. Ici, ce que One Night in Miami propose de faire, c'est de l'écrire depuis un autre point de vue plus sensible et 100% afro-américain. C'est pour nos vies que nous menons la lutte. Ce film, c'est donc 1h54 de huis clos et de discussion à bâton rompu pour comprendre de l'intérieur ce que ça signifie d'être noir dans l'Amérique des années 60, mais aussi dans celle d'aujourd'hui, parce que malheureusement, et le mouvement Black Lives Matter nous l'a bien prouvé, il y a encore quand même pas mal de chemin à parcourir. Et ça, c'est une grande force du cinéma et de la fiction en général, générer de l'empathie, permettre à des fils d'anciens esclaves et à ceux d'anciens propriétaires d'esclaves de s'asseoir enfin ensemble à une même table. C'est en tout cas ce que laisse penser la mise en scène qui semble laisser une place au spectateur, comme s'il était le 5e invité finalement de cette drôle de pyjama party. Bon, maintenant on va rentrer dans le dur. Le film s'ouvre sur 4 humiliations qui vont nous permettre de nous confronter tout de suite à une réalité historique, celle des États-Unis des années 60. Une société où les noirs et les blancs sont pas vraiment sur un même pied d'égalité. Pour en faire un petit tour d'horizon. En 1963, on a Cassius Clay qui essuie une défaite au Wembley Stadium à Londres. On a Sam Cooke qui fait un bid devant un public blanc à Copacabana. Dans le sud, Jim Brown retrouve un type qui semblait assez sympathique au premier abord et puis plus du tout sympathique. Et enfin, Malcolm X qui est présenté comme un père de famille angoissé, et on sent que sa femme craint pour sa vie à cause d'une embrouille avec son ancien pote, Elijah Muhammad, et ça on y reviendra. En tout cas, dès les premières images, on a l'impression qu'il est sur la sellette. Qu'allons-nous faire à présent? La nation possède cette maison, notre voiture et tout le reste, rien n'est à nous. Comme l'écrivait l'écrivain afro-américain Richard Wright en 1945, j'ouvre les guillemets, je pense que pour que l'Amérique blanche comprenne la signification du problème des Noirs, il faudra une Amérique plus grande et plus coriace que toutes celles que nous avons connues. Alors, oui, ça je l'ai traduit moi-même, donc m'en voulez pas s'il y a quelque chose qui s'est perdu en cours de traduction, parce que j'ai quand même fait allemand LV1, voilà. Mais au moins, vous avez la citation. La question qu'on a quand même très envie de se poser après avoir entendu cette phrase, du coup, c'est est-ce que l'Amérique d'aujourd'hui, elle peut comprendre ce problème des Noirs? Et ça, honnêtement, je vais pas y répondre là entre le fromage et le dessert. Bref, on a 4 personnages super intéressants et chaque personnage incarne, dans ses paradoxes et dans son cheminement existentiel, une forme de Black Power. Le chemin est différent pour chacun d'entre nous. Je vous explique. On commence par Cassius Clay, le plus grand boxeur de tous les temps dans la catégorie poids lourd. Cassius Marcellus Clay est le tout nouveau champion du monde des poids lourds, les mecs. À tout juste 22 ans, il vient d'être sacré champion du monde et s'apprête à annoncer au monde entier sa conversion à l'islam, encouragé par Malcolm X. C'est sa dernière nuit en tant que Cassius Clay et le lendemain, il sera débarrassé de son nom d'esclave. Clay deviendra Mohamed Ali. Et à partir de ce soir, je ne permettrai plus à personne de m'appeler Cassius Clay. Ce nom est un nom d'esclave. Et oui, je me doute que ça vous dit quand même un peu plus quelque chose maintenant. Un sacré boxeur au style unique, surtout quand il fait sa petite danse de la victoire, comme ici, Il a voté. ou encore ici. Il passe son temps à s'admirer et à répéter qu'il est beau, ce qu'il est, on va pas se mentir, comme là, Regardez un peu comme on est beaux tous les deux. ou encore là. C'est fou ce que je peux être beau gosse. Et c'est clairement un hommage implicite au mouvement antiraciste Black is Beautiful, d'ailleurs inspiré de la négritude des années 1930. Bon, maintenant on va passer à Jim Brown. On va pas se le cacher, en France, il est pas over connu, mais le choix de Jim Brown, il est plutôt intéressant aussi. Ouais, t'as pas tort. C'est un joueur de football américain à la NFL, la National Football League, et il rêve d'embrasser une carrière d'acteur, ce qui semble mettre en colère les autres personnages du film. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que des personnalités puissantes telles que Sam, toi et Cassius sont les meilleures armes dont nous disposons. Nous ne sommes les armes de personne, Malcolm. En fait, il est face à un sacré dilemme, c'est-à-dire que soit il va jouer des rôles de noirs écrits par des blancs, mais réaliser son rêve, soit il peut rester un modèle pour les jeunes afro-américains et servir de porte-parole à sa communauté. C'est un choix qui est super difficile, c'est clair. Et c'est pas moi qui vais vous spoiler ce qu'il décide de faire. Mais les enjeux, en tout cas, ils sont là. Maintenant, on peut arriver à Sam Cooke.
Ça c'est le père spirituel de la soul. Dans le film, ses amis et surtout Malcolm X lui reprochent d'être un chanteur un peu d'opérette à la solde des Blancs. Le problème, c'est qu'au Copacabana, c'est devant des Blancs que tu délivres ton message. Jusqu'à preuve du contraire, les Blancs ont une âme. Ses potes, ils aimeraient bien qu'il se serve de sa voix et de sa notoriété pour servir la cause des Afro-Américains, au lieu d'écrire des chansons d'amour. Et Malcolm va même jusqu'à lui en vouloir de ne pas être l'auteur de la chanson Blowing in the Wind, écrite par Bob Dylan, un blanc. Sauf que Sam Cooke, il a une autre vision de l'activisme. Lui, il rêve d'un monde sans ségrégation, et il voit pas tous les blancs comme des white devils, des démons blancs. Je traduis parce qu'avec mon accent, je vous en veux pas si vous comprenez Champion, pas. en dépit des On va quand même médisances. pas tous déclarer en chœur que l'homme blanc est le diable, non? En tout cas, il sait comment gagner de l'argent sur le dos des blancs et le redistribuer au sein de sa communauté, ce qui est quand même déjà une belle forme d'émancipation. Qu'à chaque fois qu'une petite blanche achète ce disque, elle met son pognon dans ma poche. Dans nos poches à tous les deux. Enfin, on retrouve Malcolm X, sans doute le personnage le plus torturé et le plus complexe de la bande. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Malcolm X, il est aussi appelé El Ajmalek El Shabazz, parce que beaucoup d'Afro-Américains se sont convertis à l'islam en signe d'insoumission au christianisme, la religion des esclavagistes. Alors Malcolm X, il est né le 19 mai 1925 à Omaha, et il est mort assassiné le 21 février 1965 à Harlem. Et le film va représenter Malcolm X à un moment vraiment de rupture, puisqu'il vient de s'embrouiller avec Elijah Muhammad, son pote de Nation of Islam. Alors pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, Nation of Islam, c'est une organisation affirmant que l'islam, c'est la véritable religion des Noirs, que le christianisme des Blancs, c'est la religion de l'esclavage, et que les Noirs doivent refuser la soumission aux démons blancs, représentants du mal, sur la Terre. En effet, depuis maintenant plusieurs années, Elijah Muhammad, fondateur et chef spirituel de cette organisation, laisse entendre qu'il lancera un appel à la destruction de l'homme blanc d'ici à 1970. Il est un peu parano, mais il a ses raisons, hein. Qu'est-ce qu'il a? Il est persuadé d'être suivi. Et surtout, il s'apprête à annoncer au monde entier qu'il quitte Nation of Islam pour rejoindre Martin Luther King dans son combat. Je sais pas si j'en resterai membre encore très longtemps. T'es en train de nous dire que tu vas quitter la nation de l'islam? Mais le plus intéressant ici, c'est que l'homme, finalement, va prendre le dessus sur le personnage historique, d'où le fait qu'il retire constamment ses lunettes, par exemple, hein, comme là, là, On a besoin de votre engagement pour remporter la victoire. et là. Et qui sourit souvent aussi, hein, même s'il lui arrive aussi de pleurer. En tout cas, on peut que saluer le jeu d'acteur qui nous montre vraiment un Malcolm X qu'on avait jusque-là jamais vu à l'écran. Pour conclure, j'aimerais simplement évoquer très rapidement les échos entre le film et les combats actuels du mouvement Black Lives Matter. On a tout d'abord un combat, celui de raconter l'histoire de sa vie avec ses propres mots, sans qu'elle soit déformée ou tronquée par le point de vue des Blancs. Le peuple noir mérite bien ça après tout ce qu'il a enduré. Je tiens à ce que ma vie soit racontée avec mes propres mots tant que c'est encore possible. Ensuite, il y a l'appel à soutenir les commerces tenus par des Noirs, le Black Owned Business. Avec mon super accent encore une fois. Comme il investit dans des affaires tenues par des noirs, eh bien il est dorénavant considéré comme une menace par un paquet de blancs. Et enfin, le film évoque le problème des rôles que l'on attribue aux Afro-Américains au cinéma et surtout la nécessité de créer de nouveaux rôles, de nouvelles incarnations pour laisser entendre aux jeunes générations qu'elles peuvent devenir ce qu'elles veulent, sans être toujours ramenées à leur couleur de peau, ce que fait d'ailleurs ce film, au passage, dans une pure logique d'empowerment. Regarde un peu cette vue. Je parie que c'est en mon honneur. Bref, One Night in Miami, c'est 4 nuances de Black Power et des débats aussi passionnants que passionnés, et qui nous rappellent que tout n'est pas gagné, même si forcément il y a de l'espoir. Merci d'avoir regardé cette petite analyse, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur Prime Video, non seulement vous pourriez y voir ce film, mais en plus, il y en a plein d'autres à découvrir. Allez, à la prochaine.